Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Je vais vous parler aujourd'hui d'Hugo Chavez. Parler d'Hugo Chavez, c'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela ou comprendre un certain nombre de choses. Je vais commencer par une longue introduction qui va situer le contexte de la prise de pouvoir par Chavez et son discours, si on peut parler ainsi, bolivarien. Cette longue introduction est nécessaire, comme l'a été le parcours d'Hugo Chavez lui-même, pour saisir les racines profondes des événements. Ce qui se passe actuellement au Venezuela ne peut être compris si l'on n'interroge pas à la fois le cheminement de Chavez, les instances géostratégiques et la doctrine Monroe, proclamée en 1823 par le président James Monroe, qui excluait toute présence européenne en Amérique latine, à l'époque occupée et puis libérée de la colonisation espagnole et portugaise et justifiait ainsi une suprématie américaine sur le continent. En Amérique latine, cette doctrine était et souvent perçue comme un instrument de domination, servant à légitimer les ingérences américaines, et elles sont nombreuses. Plus d'une quarantaine d'interventions cherchant essentiellement à sauver les dictatures sud-américaines et à éviter toute possibilité démocratique, comme les coups d'État contre Arbenz au Guatemala, contre Chavez au Venezuela, c'est vrai, ou une tentative de coup d'État contre Chavez, euh, un coup d'État contre Allende en 1973, ou encore des interventions au Panama, en République dominicaine, au Salvador. Les grandes entreprises américaines agroalimentaires et pétrolières, notamment United Fruit Company, ExxonMobil et Chevron, ont toujours dominé les pays latino-américains, contrôlant leurs économies et fomentant parfois des coups d'État pour préserver leurs intérêts. Si les choses semblent évoluer avec l'émergence d'alliances nouvelles avec la Russie et la Chine, euh, la montée de l'Inde et l'apparition des BRICS, le recul du dollar, le sous-continent reste traversé par des tentatives de déstabilisation. Pour le moment, rien n'est encore clair. Hypothèses, soupçons, réserves de pétrole et minerais abondants nourrissent les convoitises. Dans le passé, les États-Unis dominaient exclusivement ce sous-continent. Aujourd'hui, malgré les sanctions américaines et les maladresses des dirigeants vénézuéliens, l'économie traverse des crises endémiques, des crises dramatiques. Pour comprendre la situation actuelle, il faut interroger la volonté populaire en Amérique latine de sortir du giron américain et le parcours d'Hugo Chavez qui fut le premier à changer les choses au Venezuela. Hugo Chavez, né en 1954, décédé en 2013, fut un homme singulier, proche des populations qui l'ont plébiscité à plusieurs reprises malgré les entreprises putschistes de ses opposants. Nourri des idées de Simon Bolivar, il portait une forte propension à l'indépendance et à l'émergence d'une économie sociale. Ancien officier,
Fils d'enseignant, diplômé des écoles militaires et des sciences politiques à l'université Simón Bolívar de Caracas, il entra en politique après la crise des années 80 qui déstabilisa le pays. Considéré comme le libérateur de l'Amérique latine, Simón Bolívar, 1873-1930, ce héros célébré par Chavez, ou le Libertador, général et dirigeant politique vénézuélien, contribua fortement à l'indépendance des colonies d'Amérique latine sous domination espagnole. L'écrivain colombien Gabriel García Márquez, très grand ami de Chavez et de Fidel Castro, qui a donc bien connu Chavez, raconte ainsi ce personnage. Il se passionna pour la vie et l'œuvre de Bolivar, son plus grand lion, entre guillemets, dont il apprit tous les discours par cœur. Son premier conflit avec la politique réelle eut lieu lors de la mort de Salvador Allende en septembre 1973. Chavez ne comprenait pas pourquoi, si les Chiliens avaient élu Allende, les militaires chiliens devaient le renverser. Peu de temps après, son capitaine lui confia la mission de surveiller le fils de José Vicente Rangel, que l'on soupçonnait d'être communiste. La vie réserve des surprises, me dit Chavez, en éclatant de rire, continuait Marquez. Aujourd'hui, son père est le ministre des Affaires étrangères de Chavez. Dès le premier instant, je m'étais rendu compte que c'était un narrateur né, un pur produit de la culture populaire vénézuélienne, qui est fort créatrice et poétique. Il a un grand sens du temps et une mémoire presque surnaturelle qui lui permet de réciter par cœur des poèmes entiers de Neruda, Whiteman, et de pleines pages de Romilo Gallegos. Je ferme les guillemets. Chavez, nourri des idéaux de Bolivar, ne se contenta pas d'un discours et voulut transformer la société vénézuélienne. Son projet, la révolution bolivarienne, visait à redistribuer les richesses, à renforcer l'éducation et la santé, et à donner une voix aux plus pauvres. Ce fut une tentative de rupture avec le modèle néolibéral imposé par les États-Unis et les institutions financières internationales. Mais cette volonté d'indépendance heurta de plein fouet les intérêts américains qui voyaient dans le Venezuela non seulement un réservoir de pétrole, mais aussi un symbole dangereux d'émancipation. Les sanctions, les campagnes médiatiques, les tentatives de coup d'État se multiplièrent. Pourtant, Chavez resta fidèle à sa population, multipliant les référendums et les élections qu'il remporta à plusieurs reprises. Sa proximité avec les masses, son langage direct, son goût pour la poésie et la mémoire populaire en firent une figure charismatique, presque mythique. Même Jimmy Carter, à l'époque, reconnaissait que les élections étaient justes, que les élections étaient légitimes et qu'il n'y avait pas de fraude. Il se définissait comme l'héritier de Bolivar, mais aussi comme un homme du présent, capable de réciter, comme je l'ai dit, Neruda, Whiteman, de peindre, de jouer au baseball et de dialoguer avec les humbles, avec les pauvres. Le président vénézuélien avait lancé de grandes séances d'alphabétisation et d'intervention de l'armée, appelées à mettre entre parenthèses sa fonction répressive pour contribuer à la mise en œuvre et la réparation de routes, d'hôpitaux, la construction de logements et l'ouverture de centaines d'écoles. Ces actions, surtout la réforme agraire,
qui tentait de récupérer les terres de l'État injustement spoliées pour les distribuer aux paysans pauvres, vivant souvent sans ressources, allait provoquer de sérieuses réactions. En 1998, 70% des terres productives étaient entre les mains de 20% de propriétaires qui souvent ne disposaient même pas de titre de propriété. 75% des paysans ne possèdent que 6% des terres. L'État n'a fait finalement que récupérer les terres illégalement occupées par des propriétaires terriens, comme il a réparé une injustice en mettant en œuvre les droits humains entre guillemets, et les garanties sociales entre guillemets, sécurité sociale, tout en proposant un modèle humaniste, autogestionnaire et compétitif pour le reprendre, qui n'exclut nullement des privatisations et l'ouverture de certains secteurs au privé national et étranger. Chavez voulait, pour le reprendre, donner à vivre une autre démocratie où les citoyens sont des sujets actifs et des protagonistes de leur propre destin. De la doctrine Monroe au coup d'État, de l'assassinat d'Allende aux tentatives de déstabilisation de Chavez, l'Amérique latine est traversée par une tension permanente entre souveraineté et domination, entre sanctions et alliances nouvelles, entre crise économique et aspirations populaires. L'Amérique latine incarne ainsi les contradictions d'un monde en mutation. La doctrine Monroe, vieille de 2 siècles, continue de projeter son ombre, mais de nouveaux pôles émergent, redessinant la carte géopolitique mondiale. Les choses sont de plus en plus complexes. Il y a d'autres forces qui surgissent et qui entrent sur le terrain. Il faut rappeler que Chavez n'était pas seulement un président, il était pour beaucoup un symbole continental. Son rapprochement avec Cuba, son alliance avec Fidel Castro, son rôle dans la création de l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, furent des gestes politiques qui visaient à construire une alternative au modèle américain. Il s'inscrivait dans une tradition de résistance qui reliait Bolivar, Allende, Arbenz et les mouvements populaires du continent. Le Venezuela, riche en pétrole, en gaz, en minerais, est devenu un champ de bataille symbolique. Les sanctions américaines, les pressions internationales, les campagnes médiatiques ont cherché à isoler le pays. Chavez a tenté de maintenir cette ligne d'indépendance en nouant des alliances avec la Russie, la Chine, l'Iran et en cherchant à construire un monde multipolaire. Allende au Chili, Arbenz au Guatemala, Torrijos au Panama, tous ont connu la violence des ingérences. Chavez, lui, a résisté, a survécu à des coups d'État jusqu'à sa mort en 2013. Ses discours, ses gestes, ses rires, ses poèmes récités, ses références à Bolivar, à Neruda, à Whitman, à Rómulo Gallegos sont autant de fragments d'une histoire qui continue. Ainsi, en refermant ce long parcours, il apparaît que le Venezuela n'est pas seulement un pays en crise ou en résistance, mais un miroir de l'histoire latino-américaine. Donc, ce texte n'est pas une conclusion définitive, mais une ouverture, une invitation à poursuivre la réflexion sur la mémoire, la souveraineté, et aussi sur cette Amérique latine que nous ne connaissons pas beaucoup et nous sommes appelés à la connaître davantage. Merci de votre attention. Ce récit
n'est pas une conclusion définitive, comme je viens de le dire, mais une simple invitation à chercher, à comprendre ce qui se passe dans ce continent et ce qui se passe à partir de cette affaire vénézuélienne dans le monde entier, aujourd'hui en mutation. Merci beaucoup.